interactif dans un contexte spécifique là, au domaine financier. Alors, vous apprendrez comment obtenir vos états de résultats en temps réel et ça de manière sécure et comment les diffuser aussi rapidement. Alors, pour ce faire, nous allons regarder là, un exemple concret sous une forme de démonstration qu'on verra un petit peu plus tard. J'ai donc fait appel à deux de mes collègues. Le premier est Régent Godin, associé, cofondateur de Faction A. Régent compte plus de 25 années d'expérience en finance, puis il est très sensible naturellement aux défis là, que présente l'utilisation d'Excel dans un contexte spécifique aux finances. Le deuxième est d'Éric Sanson, conseiller d'Éric Sanson, c'est ça, conseiller en solutions analytiques, communément appelé intelligence d'affaires ou BIB. D'Éric est détenteur d'une maîtrise en intelligence d'affaires et il est un praticien d'expérience avec Power BI, comme vous allez pouvoir le constater un petit peu plus tard. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais rappeler à notre auditoire là, que ce webinaire se veut interactif et donc qu'il vous est possible de poser directement des questions par clavardage tout au long du webinaire. À la toute fin, nous allons répondre à toutes les questions reçues et si jamais on manque de temps, nous répondrons aux questions là, individuellement par la suite afin de s'assurer que tout le monde obtient des réponses à leurs questions. Nous vous invitons donc à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes et au fur et à mesure que la présentation progresse. Finalement, j'aimerais vous rappeler que vous avez accès à la copie de la présentation directement à partir de votre console sous la rubrique Handouts et que cette présentation est aussi enregistrée. Alors, l'enregistrement sera accessible à partir de demain si vous voulez le partager avec vos collègues. Nous vous enverrons un courriel là, avec toutes les coordonnées, les hyperliens vous permettant d'enregistrer à l'enregistrement ainsi que la présentation. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d'œil à l'agenda. Donc, après une courte introduction où Régent nous mettra en situation, on va jeter un coup d'œil sur la façon dont la plupart des entreprises là, travaillent avec Excel là, dans un domaine, dans un contexte de finance et probablement aussi certains d'entre vous qui utilisez même déjà des tableaux croisés dynamiques. On verra ensuite comment on peut transformer là, ces chiffriers-là en tableaux de bord interactifs. Et par la suite, on va passer à la portion démonstration où on va voir un exemple concret de comment on va passer là, de données qui sont dans Excel vers un environnement là, de tableau de bord interactif pour arriver à une conclusion et une courte présentation de qui on est, ce qu'on fait exactement. Et on va passer à la période de questions à ce moment-là. Alors, à ce stade-ci, je vais passer le contrôle à mon collègue Régent. Voilà. Et je vais juste m'assurer que on peut bien l'entendre. Alors, Régent, sans plus tarder, la parole est à toi. Bon, ben merci beaucoup, Étienne, puis bienvenue à tout le monde au séminaire aujourd'hui. Écoutez, j'aurais le goût de vous parler un peu de... Attendez une minute. OK, un peu de moi, dans le fond. En fait, là, ce qu'il faut retenir, là, c'est que, tu sais, j'ai fait 25 ans probablement, comme plusieurs d'entre vous, 25 années, de spreadsheet, puis d'analyse financière, puis surtout aussi, de publier des résultats financiers sous forme d'état financier, mais aussi, sous forme de rapports, etc. Fait que du reporting, etc. Fait que c'est ça qu'il faut retenir là-dedans. J'ai 25 ans d'expérience là-dedans. Plusieurs d'entre vous ont certainement autant d'expérience, maintenant, sinon plus. Fait que ça, c'est moi. Puis là, ce qu'on fait, dans le fond, je veux juste faire un petit rappel de ce qu'on fait. Quand on n'a pas Power BI et tout ça, bien là, vous prenez vos données de différentes sources. Là. Bon, ici, il y en a quelques-unes, SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, ces choses-là. Puis ce qu'on fait, on prend les données, puis on va les mettre dans des chiffriers Excel pour après ça les classer quand les achats, les ventes, les mouvements d'inventaire. Bon, il y a deux raisons à ça. On va vouloir faire des états financiers peut-être, mais aussi peut-être des rapports après, par la suite. Là, je voudrais juste faire une petite distinction là, pour ceux qui... Il y en a qui vont s'alimenter de spreadsheet Excel après une consolidation financière. On fait de la consolidation. Après ça, à partir des données consolidées, là, à ce moment-là, on va classer ça comme ça. Je vais vous dire un peu plus tard, tout à l'heure, qu'il y a une autre façon de faire des choses aussi. Bon. Mais mettons, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On les met comme ça, on les classe. Après ça, on va les classer par succursale, produit, géographie, etc. Fait qu'avant, c'était les tables de faits qu'on appelle, nous, communément, la donnée. Après ça, on va
on va les mettre on a les différentes dimensions. Ben, un coup qu'on a fait ça, hein, j'imagine que vous faites ça vous aussi, mais là, après ça, pour les meilleurs d'entre vous, vous allez faire des modèles multidimensionnels. Ça s'appelle Power Pivot, Pivot Table, ou pour ceux, ils vont faire ça. Fait que là, on a la table de fait au milieu, et au alentour, on a toutes les dimensions. Mais c'est très rare que les gens font ça. Ils vont faire des tableaux croisés dynamiques, là, mais c'est plutôt des spreadsheets, puis on va calculer les choses d'une page à l'autre. Mais pour ceux qui ont fait ça, ben, félicitations quand même, parce que on rencontre très peu de gens qui font ça. Puis après, ben, ce que vous allez faire, ben là, vous allez bâtir tous les rapports qu'on cherche à avoir dans l'entreprise et aussi des états financiers. Hein, on va vouloir faire ça. Et puis, en terminant, ben, quand on va avoir tout fait nos trucs, sous forme d'état financier de rapport, ben là, on va publier ça à travers un PDF ou un Excel, dans le fond, tout simplement. Puis on va utiliser Outlook, généralement un courriel là, normal pour faire ça. Fait que là, tout est parti, on a tout fait le travail, on a vérifié nos chiffres, etc. Tout ça. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Là, la méthode, en tout cas, la nouvelle méthode Microsoft, là, qui est très facile maintenant là, à utiliser, on prend les mêmes données aux mêmes endroits, mais on va les extraire puis on va les harmoniser dans le fond, ces données-là, dans un système qui s'appelle Integration Services. Derek, tantôt, il pourra vous en dire un petit peu plus long là-dessus. Puis après ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir un entrepôt de données où est-ce que toutes les données vont être stockées là. Mais là, il faut faire attention, c'est pas un outil de consolidation, ça. À partir de l'entrepôt de données, on va pouvoir faire de la consolidation financière. Et pourquoi je parle de cette distinction-là? Parce que la consolidation financière, c'est une chose, mais quand on va faire les états financiers plus tard, dans la démonstration, on va prendre les données de l'entrepôt de données, non pas de la consolidation financière. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir avoir la transaction. C'est pour ça qu'on va faire ça plutôt comme ça, que plutôt qu'aller chercher les données de la consolidation. Je sais que plusieurs d'entre vous allez chercher les données de la consolidation pour ensuite de ça, publier les résultats. Mais ça, c'est la méthode plus facile si on veut, par exemple, la donnée la plus granulaire possible. Puis un coup qu'on a fait ça, bien là, pour ceux qui ont fait ce modèle-là, bien c'est facile, c'est déjà fait. On appelle ça un cube, dans le fond. Ça s'appelle SSAS, c'est Analytics Services. Puis avec ça, bien là, vous avez déjà un bon bout de fait parce qu'après ça, on va pouvoir faire le tableau de bord qui est comme ça. Là, ici, on a un tableau de bord qui a beaucoup de graphiques, mais tout à l'heure, on va vous montrer quelque chose avec un état des résultats un peu plus clair, là. Mais généralement, ça peut avoir l'air de ça, par exemple, facilement. Fait que c'est facile à lire, on va pouvoir forer les données, on va pouvoir forer dans les données, fait que ça va permettre une facilité. Puis surtout, hein, quand on envoie des rapports aux gens, ils ont des questions. Fait que les questions, dans le fond, ils veulent plus de détails. Mais là, présentement, si vous faites un tableau puis vous suivez toute cette méthode-là, bien, le détail, là, vous avez besoin de le redonner par la suite. Ils ont juste à forer les données puis ils vont l'avoir directement en détail. Fait que là, on n'a plus à répondre à aucune question. C'est vraiment confortable, ça, je peux vous le dire. Fait que, ensuite, ben, écoute, les avantages d'avoir Power BI, bien évidemment, tu sais, vous avez l'harmonisation des données, le chargement automatisé, la validation automatisée des données, la gestion de multiples utilisateurs finaux. Ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que il y a des gens qui vont avoir accès à des données, puis d'autres n'auront pas accès à des données. Les gens ne verront pas toutes les mêmes données. Fait qu'on peut faire ça. Hein? Puis on fait la propagation surtout des informations sans intervention humaine. Ça, c'est très important parce que dans le fond, on prend la donnée directement du système transactionnel, puis on l'amène. Fait qu'on est sûr que la donnée est bonne au bout, parce qu'il n'y a pas personne qui y a touché. Un coup qu'on a validé tout ça, après ça, le système fonctionne très, très bien. On peut avancer aussi. Puis la chose de fun aussi là-dedans, c'est en Power BI, bien, on peut définir des rôles, comme je disais, tout le monde peut voir des données que certains ne verront pas, mais le code d'utilisateur individuel, Active Directory, dans le fond, c'est déjà les mots de passe que vous avez probablement à l'intérieur de votre entreprise pour avoir accès à vos systèmes. Fait que c'est la même chose. On rentre le mot de passe, puis paf, là, il se retrouve dans un environnement Power BI, puis là, bien, lui, il voit juste ses données à lui. Hein? Fait que puis il y a une petite affaire ici, le changement aux mesures et aux règles d'affaires. Puis ça, c'est des permissions assignées. Ce que je veux dire, dans le fond, quand je disais tantôt, on prend la donnée du système opérationnel, puis on l'emmène directement à publier cette donnée-là, mais on va donner la permission à certaines personnes de pouvoir, par exemple, modifier ces choses-là. Mais ça, ces personnes-là, évidemment, ils vont prendre la responsabilité. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'assurer que la donnée est toujours valable puis correcte à la fin, puis qu'elle balance, évidemment. Puis la belle chose aussi dans ce système-là, c'est que l'utilisateur va pouvoir se mettre des alertes.
par exemple, avertis-moi si les ventes ont augmenté de 10% ou tel coût du personnel a diminué de 8%. Fait qu'il va pas se mettre des alertes, puis il va pouvoir faire ça lui-même. Puis pour les données qu'il veut, pour ce qu'il veut voir à tous les mois ou à tous les jours. Parce que là, en fait, hein, ce système-là, bon, évidemment, on fait les états financiers une fois par mois, là, mais ça pourrait être rafraîchi à tous les jours. Fait que quand vous arrivez à la fin du mois, puis vous faites vos états financiers, bien là, évidemment, un coup que les états financiers, les données sont toutes disponibles, puis la fin de mois est fermée, bien, automatiquement, les gens ont tout de suite le rapport. Fait que les alertes vont partir, etc. Fait que j'ai juste mis une possibilité d'alerte, là, c'est intéressant, parce que dans des rapports statiques PDF, il n'y en a pas d'alerte. Fait que les gens sont obligés d'aller fouiller dans tous les rapports, puis tout ça, puis voir ce qu'ils veulent voir, puis ce qui les intéresse. Fait que ça, c'est pour les alertes. Puis là, ben, dans le fond, tout ce que je viens de parler, là, c'est toute la technologie Microsoft. Fait que si vous avez SQL Server chez vous, ben, dans SQL Server, il y a Analysis Services puis Integration Services déjà dedans. Mais pour plusieurs personnes, ils ne l'utilisent pas. C'est là, mais ils ne l'utilisent pas. Fait que quand nous, on arrive souvent, bon, on fait juste mettre ça, on met la fonctionnalité en marche, puis là, ben, on se trouve à avoir ça. Puis là, ça dépend qu'est-ce que vous avez, là, SQL Server 2014, 2018, 2017. Ça, on pourra en discuter plus tard, mais vous l'avez, pour la plupart de vous, vous avez déjà ça. Puis Power BI, c'est dans le cloud, dans le fond, fait que c'est quelque chose sur le web, puis c'est un abonnement. Puis c'est tout, c'est pas très, très dispendieux. C'est la raison pour laquelle ils ont beaucoup, beaucoup de succès aujourd'hui. C'est 10 par user par mois. Fait que dans le fond, c'est pas très, très dispendieux. Puis c'est une belle façon de distribuer ces rapports. Là, je vous dis ça aussi parce que nous, dans le fond, on travaille pas pour Microsoft nécessairement, mais on est des experts Microsoft. Mais ça fait 20 ans qu'on fait ça. Puis on a travaillé avec plein d'outils avant. Comme par exemple MicroStrategy, Business Objects, Click, Tableau, tout ça. Puis la seule raison pour laquelle Microsoft réussit à gagner des parts de marché, c'est tout simplement à cause de son prix, puis ses fonctionnalités sont quasi pareilles. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un et l'autre. Fait que pour nous, bien évidemment, Microsoft, c'est quelque chose d'intéressant parce que la majorité des clients choisissent Microsoft parce qu'ils ont déjà de l'expérience avec Excel. Fait que ça leur permet de passer à une autre technologie un peu plus puissante plus facilement, mais aussi le prix. C'est quand même important, le prix. Fait que sans plus tarder, je vais vous passer aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on va faire une démonstration, on va bâtir un état des résultats avec Derek. Fait que sans plus tarder, je vous présente Derek qui va passer à la démonstration. Fait que, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Donc, pour poursuivre avec la démonstration, je vais vous présenter un classeur Excel qui, pour la plupart d'entre vous, pourrait vous sembler familier. Donc, évidemment, les transactions qui se retrouvent dans le classeur sont simplifiées à des fins de démonstration. Ce qu'on peut voir ici là, dans ma table transactions, c'est ce qu'on pourrait voir lorsqu'on fait un extract finalement d'une consolidation financière ou d'un entrepôt de données, un extract de la base de données directement. Donc, on peut reconnaître ici des comptes de grands livres, donc des comptes de GL ici, une courte description de magasin. Dans le contexte ici, on voit que c'est un contexte là, de magasin de détail. On peut reconnaître une quincaillerie. Donc, on a de la peinture, des matériaux, jardinage, donc différents départements dans lesquels les transactions vont se produire. Finalement, il y a une date, évidemment, à laquelle les transactions sont attribuées, puis un montant, là, année actuelle, année précédente, évidemment, l'écart entre les deux. Donc, lorsque vous faites vos manipulations, certains analystes vont vouloir analyser l'écart entre l'année actuelle et l'année précédente. Ce qu'on retrouve aussi dans le contenu du classeur Excel, c'est une charte, finalement, des comptes de grands livres qu'on va retrouver. Donc, un identifiant qui va me permettre de reconnaître pour chaque compte de grands livres à quel poste de mon état des résultats je vais être capable de lier mes transactions. Donc, que ce soit des postes du chiffre d'affaires ou des postes des frais de vente. Évidemment, il y a une description, donc un détail plus spécifique par rapport aux comptes dans lesquels les transactions vont se retrouver. Certains analystes vont évidemment, à partir du classeur Excel, produire des analyses. Donc là, ici, on a fait un pivot table vraiment très, très simplifié d'une analyse année actuelle versus année précédente. Donc, un comparatif des deux. À partir de là, à partir du classeur Excel qu'on a ici, on va évidemment
produire une analyse dans Power BI. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'importer la donnée. La donnée qui se retrouve dans mon classeur Excel. Donc, je vais me retrouver là, dans le menu contextuel en haut de Power BI. Je vais aller dans Get Data. Puis, je vais me connecter directement sur mon classeur à partir duquel j'ai besoin d'extraire mes transactions. Là, il y a un petit délai. Habituellement, on se connecte sur un cube ou directement sur la source de données pour aller chercher mes transactions. Donc, ici, j'ai la table de transactions, puis la charte de compte que je vous ai présentée tantôt. Donc, aussi simple que ça, je vais faire une extraction des données, puis je vais être capable après ça de connecter l'information. C'est sûr qu'il y a un traitement à faire, puis je vais vous le présenter tantôt. Il va y avoir un petit traitement à faire là, au niveau des formats de données qui vont être représentés dans Power BI. Donc là, mes deux tables sont affichées ici, à droite de mon menu contextuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à gauche de mon menu. Je vais changer mes formats de transactions. Donc, pour la table transaction ici, je repère rapidement ce qui devrait être des montants. Donc, je clique sur ma colonne, je m'en vais dans mode ligne, puis je spécifie que c'est des dollars finalement là, pour chacune des colonnes de transactions. Donc, l'année 2015, les montants, l'année 2016, puis finalement l'écart entre les deux qui doit être affiché en dollars. Bon. À partir du moment que j'ai mes transactions puis ma charte des comptes, je vais être capable de bâtir un état des résultats. Mais puisque je fais des analyses de type temporel, j'ai également besoin d'ajouter une table de date, donc une table qui va me permettre d'avoir différentes agrégations de dates. Donc, ici, j'ai une table qui est préparée d'avance, qui s'appelle DIN-temps. Cette table-là regroupe là, des corps fiscales, des années, les mois, etc. Donc, différents éléments d'analyse qu'un analyste pourrait utiliser. Ce que je vais faire après ça, c'est qu'il faut que j'aille lier ma table de temps avec ma table de transaction. Donc, j'ai une date pour ma transaction, puis j'ai une clé dans ma table de temps. Donc, aussi simple que ça, c'est un drag and drop. Je vais lier ma colonne clé date avec ma colonne date ici. Puis, maintenant, mon modèle va être entièrement fonctionnel. Mes transactions vont repérer aussitôt quel élément de temps je vais sélectionner dans mes filtres. Bon, ce qu'on fait en premier lieu, c'est un état des résultats. Donc, je vais sélectionner mon widget de matrice, ici, dans mon menu visualisation. Ce widget-là de Power BI me permet de construire des matrices qui sont dynamiques, qui me permettent de faire des drills à l'intérieur, donc de forer dans différents éléments de poste d'état des résultats. Donc, ce que je fais en premier lieu, c'est que je sélectionne ma table des comptes. Cette table-là, évidemment, j'ai mon sommaire. Donc, on voit ici autres dépenses, chiffre d'affaires, etc. Puis, les descriptions de chacun que je vais mettre au même niveau que les lignes. En fait, ici, voyez-vous, j'ai un ordonnancement qui n'est peut-être pas véridique. Je dois mettre mon chiffre d'affaires en premier, etc. Pour ce faire, j'ai préparé une colonne qui va ordonnancer les éléments de mon sommaire en conséquence de l'ordre que je veux lui accorder. Donc, je sélectionne ma colonne sommaire, je m'en vais dans mode ligne encore une fois, puis je choisis par quel élément de colonne je veux l'ordonnancer. Je sélectionne Sort sommaire, puis mon chiffre d'affaires s'affiche en premier. Donc, chacun des éléments de mon état des résultats va s'afficher selon l'ordre que j'ai prédéfini. Maintenant, vous donner une idée, je peux driller puis voir exactement chacun des postes que je veux représenter dans mon état des résultats. Bon, là, c'est un état des résultats, donc je vais lui mettre un titre. Donc, à chaque fois que je veux formater mes éléments visuels de mon tableau de bord, je m'en vais dans mon menu à droite, puis je sélectionne le petit rouleau de peinture ici, qui s'appelle Format. Je peux rajouter des titres. Donc, je vais l'appeler État des résultats. Je peux donner un aspect, donc je peux mettre des borders. Donc, je vais avoir un encadrement autour de mon état des résultats.
Puis je peux formater mon titre encore une fois. Là, je vais le mettre centré. Et voilà. Donc là, j'ai un titre, puis j'ai une délimitation de mon état des résultats. Qu'est-ce qu'on veut analyser? On va analyser l'année actuelle puis l'année précédente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher chacun de mes éléments d'état de résultat. Donc, j'ai une colonne qui est préparée d'avance, qui est l'année actuelle, donc l'année 2016, dans ce cas-ci, dans un contexte où l'année actuelle est 2016, puis l'année précédente, 2015. Je vais également analyser mon écart de mon état des résultats. Oups. Je vais rajouter dans mon visuel spécifique. On peut le draguer aussi, encore une fois, drag and drop de cette façon-là. Puis, je vais avoir un écart. Donc là, j'ai l'année actuelle, année précédente, puis l'écart entre les deux qui s'affiche automatiquement, selon l'ordre que je veux prédéfinir. Maintenant, si on veut faire d'autres types d'analyses ou des analyses de type temporel, je peux rajouter des graphiques qui vont être interactifs, donc qui vont être dynamiques par rapport au contexte dans lequel je vais filtrer mon information dans mon tableau de bord. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je vais effectuer, je vais créer un line chart qui va nous permettre l'analyse complète dans le temps des éléments de poste de mon état des résultats. Donc, j'ai été sélectionner ici mon line chart dans mes widgets de visualisation. Je vais encore une fois sélectionner les éléments d'analyse que je veux analyser, donc l'année 2015, l'année 2016. Mais là, ici, je vais sélectionner, je vais rajouter l'axe du temps que je veux voir. Donc ici, dans ce cas-ci, je voudrais voir les quarts et les mois. Donc dans ma table temps, j'ai des quarts qui ont été créés, donc les trimestres ici. Je vais leur dans l'axe ici, puis les mois, le nom de mois. Encore une fois, je me dois d'ordonnancer mes mois pour qu'ils s'affichent selon l'ordre du calendrier finalement. Donc, je vais sélectionner mes noms de mois, puis je vais les ordonnancer en fonction de leur numéro de mois. Donc, présentement, je peux driller. Donc, j'ai un quart 1, janvier, février, mars, puis il repère rapidement, l'outil repère rapidement que c'est chacun des mois, donc, puis dans quel trimestre il est attribué. Donc, je peux remonter, puis driller à partir des éléments de fil qui sont en haut de mon visuel. Ce qui est intéressant avec ce type de visuel, c'est que je peux faire une analyse de chacun des postes. Donc, je serais capable de regarder mes frais administratifs seulement, puis regarder leur progression dans le temps. Donc, ici, je peux voir que, par exemple, à partir de mon 4e trimestre de 2016, j'ai dépassé mon année précédente, donc 2015. Puis, je peux driller aussi, encore une fois, je peux aller encore plus précis, sélectionner, par exemple, mes frais d'administration d'hiver, puis voir ce même type d'analyse-là. Puis, cette courbe-là peut être l'année précédente, mais souvent, ce qu'on voit aussi, c'est un budget. On peut regarder une analyse versus le budget actuel versus l'année précédente, budget dans les mois, les trimestres, année fiscale. On met tout ce qu'on veut dans l'axe d'analyse ici. Bon. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est le contexte de magasin et de département de ma quincaillerie. Donc, je vais juste formater encore une fois mon visuel ici pour bien délimiter. Donc, je vais monter ici. Je vais vous présenter le graphique, un graphique de type circulaire qui va me permettre de voir mes départements de mon entreprise. Donc, je vais aller sélectionner dans mes transactions les départements. Et voilà. Puis, je peux même sélectionner les magasins avec les transactions de l'année actuelle. Et voilà. Donc, automatiquement, j'ai glissé chacun des éléments dans les champs correspondants, donc la légende, qui est mes magasins, départements, la valeur de l'année 2016. De cette façon-là, je suis capable de voir rapidement, en sélectionnant les parties de mon pie chart, par exemple, Montréal. Si je sélectionne dessus, il prédéfinit un état de résultat pour Montréal, puis il montre la progression des montants de l'année actuelle versus l'année précédente. Donc, automatiquement, j'ai une analyse complète pour Montréal. Puis, je peux aller encore plus précis que ça. Je peux driller dans Montréal, puis regarder par département. Donc là, je suis dans Montréal, je peux regarder, OK, qu'est-ce qui se passe avec ma peinture à Montréal? Un état de résultat se définit pour ma peinture à Montréal, puis une analyse progressive dans le temps de mon année actuelle versus l'année précédente.
Maintenant, évidemment, mon état de résultat n'est pas complet. J'ai besoin de voir c'est quoi ma marge brute, c'est quoi ma marge nette, etc. Donc, je dois vous produire des mesures pour faire ce type d'analyse-là. Parce que les tables, la manière qu'elles sont conçues dans Power BI, c'est des tables qui ont une formule sommatique. Donc, je peux mettre une moyenne, je peux mettre des sommes, mais lorsqu'il y a des éléments de calcul plus complexes, par exemple, une marge brute qui doit regrouper certains éléments de poste, donc dans ce cas-ci, chiffre d'affaires moins coût des marchandises vendues, et le redistribuer dans la même matrice, Power BI, il ne comprend pas. Donc, je dois créer une mesure qui va afficher cette information-là à l'extérieur de la matrice. Dans certains cas, on peut avoir une matrice par bloc qui va me présenter l'information séparément de ma matrice, où je pourrais carrément créer des cartes. Moi, je vais créer des cartes qui sont de type KPI pour représenter ma marge brute, puis ma marge nette. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement aller chercher des mesures que j'ai déjà préparées. Les mesures dans Power BI sont créées dans un langage qui est de type DAX. Ce langage-là nous permet là, de faire des mesures, mais surtout, il est très semblable à ce qu'on retrouve dans Excel. Donc, vous ne serez pas trop dépaysé. C'est très, 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 très semblable. Puis, ça fonctionne sur une logique qu'on appelle tabulaire. Donc, c'est très simple. Puis, rapidement, là, on se retrouve comme dans Excel. Dans le fond, ce que je fais ici, c'est que je vais prendre mon autre mesure, ça va être plus clair, parce que c'est une formule qui fait référence à une autre mesure. C'est ici. Bon. Dans le fond, là, ça, c'est une formule en DAX que je crée. Donc, j'ai été sur New Measure dans ma table de transaction. Avec New Measure, j'ai créé une mesure qui va s'appeler Excédent brut 2015. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, là, c'est vraiment pas compliqué. C'est une somme de mes transactions filtrées en fonction du chiffre d'affaires. Donc, pour toutes les transactions à laquelle le poste se rattache au chiffre d'affaires de l'année 2015, moins la somme de toutes les transactions rattachées au coût des marchandises vendues de l'année 2015, tout simplement. Donc, une fois que j'ai rentré mon information, je fais entrer, puis ma formule est créée à droite. Donc, ce que je peux faire, c'est créer ma mesure dans une carte. Donc, j'ai été à droite ici sur le widget Card. Je vais rajouter ma mesure dans ma carte. Et voilà. Oups, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, cette mesure-là, on voit que c'est 2 millions pour l'excédent brut. Je vais juste réajuster la taille de mon visuel en haut afin de bien voir l'information. Les mesures, c'est comme des colonnes. Une fois qu'elles sont créées, je dois leur attribuer un format. Donc, encore une fois, je m'en vais dans Modeling, puis je sélectionne Currency General de ma mesure, et voilà, 2,4 millions. Je vais formater ma carte en conséquence afin d'avoir de quoi de plus esthétique. Je peux mettre un background d'une couleur, comme ça. Donc, j'ai une mesure. Ce que je vais faire, c'est que pour éviter la mise en forme, répétitive, je vais juste copier ma carte 4 fois selon mes mesures que je vais créer. Puis, je vais aller coller mes autres mesures que j'avais créées. Donc, j'ai l'excédent brut 2016. Je vais créer ma nouvelle mesure. Donc, pour chaque mesure que je crée, oups, je n'ai pas la bonne table. Pour chaque mesure que je crée, je vais cliquer sur mesure, tout simplement. Donc, il faut vraiment que je sélectionne ma table dans laquelle je veux mettre ma mesure, puis que je recrée la mesure. Puis, souvent, ce qu'on voit, là, une bonne pratique, c'est de se créer un répertoire avec l'ensemble des mesures qui va permettre là, de garder une bibliothèque des choses qu'on a créées. Des fois, il y a des changements, puis c'est une bonne pratique là, à avoir là, pour être certain qu'on ne perde pas l'information finalement, puis qu'on garde un élément de calcul spécifique puis standard dans l'organisation. Donc, j'ai créé mes 4 mesures, l'excédent brut 2015-2016, excédent net 2015-2016. Je vais juste les ajouter dans chacune de mes cartes. Donc, excédent brut 2016 juste ici. Je vais le formater
En conséquence, encore là, je m'en vais sur Format, en sélectionnant ma mesure, la modeling, pardon. Je vais sur Currency General. J'attribue encore une fois $. Je vais faire la même chose ici. Excédent net 2015. Voilà. Format, modeling. Okay, voilà. Je vais chercher Currency General. Puis, l'excédent net, que je vais aller encore une fois formater en Currency, que je vais glisser dans mon visuel. Et voilà. Donc, j'ai l'ensemble des composantes de l'unité de résultats sur mon graphique, sur mon tableau de bord. Je suis capable de sélectionner, par exemple, outils ici, puis tout va s'ajouter en conséquence. Mes mesures, il va recalculer l'excédent brut, il va recalculer l'excédent net en conséquence. Puis une dernière petite chose, je serais capable d'avoir un filtre ici, en haut, qui pourrait me permettre là, de filtrer rapidement, je ne sais pas si je voulais analyser, par exemple, mes sommaires, mais sans être obligé de cliquer dans le graphique, je pourrais tout simplement avoir un filtre menu de type drop-down qui me permettrait de sélectionner juste mon chiffre d'affaires, entre autres, ou mes frais administratifs. Donc, c'est une façon de faire. Donc, ça, c'est le type de tableau de bord qu'on peut produire, évidemment, avec un petit peu plus de temps puis de travail, on peut en venir à des tableaux de bord de cette façon-là. Donc, ici, j'ai une analyse de marge brute avec différentes KPI, différentes analyses. On peut vraiment là, faire un paquet de choses, une analyse temporelle. Donc, c'est vraiment là, c'est très, 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 ça peut être assez élaboré ce qu'on peut produire là, en termes d'analyse dans Power BI. Je vais revenir juste à la présentation. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole à Régent qui va poursuivre avec vous. Bon, ben, j'espère que ça n'a pas été trop rapide pour vous, là, la manipulation de Power BI. Petite information, en passant Power BI, vous pouvez mettre ça sur... en fait, c'est 10 $ par mois par user quand pour les users. Mais pour vous, si vous mettez Power BI Desktop, c'est gratuit. Donc, vous pouvez le mettre sur votre PC, l'installer, puis faire des tests avec quand même un petit peu. Fait qu'au moins, ça, vous pourriez peut-être avancer et essayer d'apprendre un peu. En tout cas, c'est assez intuitif. Vous devriez être capable de naviguer là-dedans assez facilement. Fait que, bon, ben, en conclusion, hein, la distribution de rapports, c'est sécurisé, accessible via le web, il y a une gestion de la sécurité facile, il y a des alertes, puis on peut utiliser vos fichiers Excel aussi. Tout à l'heure, je disais, bon, l'idéal, c'est d'aller prendre directement de la source, c'est-à-dire un ERP, mais on peut, par exemple, parce que vous avez déjà bâti des fichiers Excel, fait que donc vous faites déjà l'extraction de vos données, vous les mettez déjà dans Excel, fait que on peut juste mettre Power BI par-dessus. Plusieurs personnes font ça en passant. Ils s'introduisent dans la nouvelle façon de faire doucement. Ils disent, OK, on va mettre Power BI par-dessus. On va tout garder mes fichiers Excel parce que c'est compliqué. J'ai tout fait plein de trucs là-dedans. Puis maintenant, on va faire la publication des rapports et puis de l'information avec Power BI. Fait que ça, c'est une façon de faire aussi. Puis après ça, on prendra les fichiers Excel puis on les mettra, par exemple, dans la base de données SQL Server, de ce que je parlais avant, Analysis Services puis Integration Services. On fera ça plus tard. Mais c'est vrai, on peut commencer à faire la description comme ça. Donc, la présentation est intéressante et elle est dynamique aussi. Ça dépend des fichiers Excel que vous avez, là, jusqu'à quel niveau on pourrait, par exemple, forer dans les données. Mais bref, avec les fichiers Excel, j'ai vu plein de choses qui fonctionnaient quand même assez bien. Pas de problème avec ça. Bon, là, c'est le petit moment de la pause publicitaire. Hein? Fait que nous, Faction-là, dans le fond, c'est très, très simple. Je vais prendre 2 secondes pour vous dire tout ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on donne des services. On est des experts en entrepôt de données puis en BI, d'abord et avant tout. Mais aussi, on a beaucoup d'expertise, comme je disais tantôt avec Microsoft, parce que là, la vague est très, très forte depuis les 2 dernières années. Si vous m'aviez rencontré il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'était pas Power BI puis c'était pas Microsoft qu'on aurait probablement considéré. On aurait considéré, comme je vous disais tantôt, Cognos, Click ou MicroStratégie, Business Objects. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment, vraiment là, à niveau avec les grands joueurs. Non seulement sont à niveau, mais sont en avance. On peut regarder là, le petit tableau, le Magic Quadrant de Gartner. On voit très bien qu'ils sont vraiment dans le coin droit supérieur. Là. Fait qu'ils sont en avance là-dessus. Ça pour dire que nous, en fait, on donne des services, on va chez vous, on s'intègre dans votre équipe, on bâtit des tableaux de bord jusqu'au moment où vous devenez autonome avec Power BI parce que vous allez le devenir quand même assez rapidement. Pour ceux qui sont très habiles avec Excel, Power BI, c'est un passage relativement facile.
Bon, ça, c'est pour la petite pause publicitaire. Et en terminant, ben écoutez, on va prendre les questions avec plaisir. Vous avez mon adresse courriel, puis celle de Derek. Vous avez des questions, même par la suite, n'hésitez pas, écrivez-nous pour vous donner les réponses par rapport à ça. Donc, je vais passer à Étienne qui, lui, a cumulé les réponses. Ce n'est pas les réponses, mais plutôt les questions. Puis moi, j'ai les réponses, j'espère. Alors, merci Régent. Bon, je veux juste m'assurer que je reprends le contrôle de la présentation. Alors, on passe à la période de questions. Bon, alors, effectivement, là, premièrement, merci à Régent et Derek. Là, ça a été définitivement beaucoup de matériel en peu de temps, mais encore une fois, on a des contraintes de temps, puis on veut respecter notre agenda. Alors, bon, on a reçu quand même pas mal de questions. Alors, on va essayer de répondre à quelques-unes, et puis par la suite, là, comme disait Régent, celles qu'on n'aura pas eu le temps de répondre, on vous enverra des réponses par écrit, là, par courriel aux gens là, qui auront posé les différentes questions. Alors, une première question ici d'une auditrice. Puis-je modifier moi-même mes tableaux de bord avec Power BI ou dois-je faire appel au TI continuellement? J'assume là qu'elle doit, elle doit vouloir dire, est-ce que je dois toujours faire appel au service informatique de mon organisation? Bon, ben écoute, la réponse est très simple. Là. Vous ne ferez pas appel à l'informatique autant aujourd'hui avec Power BI. Comme aujourd'hui, dans le fond, vous appelez pas les technologies de l'information puis le département pour un problème d'Excel. C'est la même chose. Hein? C'est un Excel, en fait, un peu plus ronflant, plus fun, plus dynamique, avec des présentations possibles plus intéressantes. Mais non, vous allez maîtriser Power BI comme vous maîtrisez Excel, tout simplement. Fait qu'il n'y aura aucun problème avec ça. Vous devriez être complètement autonome. OK, merci. Une autre question qui arrive d'un auditeur qui demande est-ce que je peux brancher en fait directement Power BI sur mon logiciel de grand livre? Bon, la réponse c'est oui. On peut mettre Power BI directement sur le grand livre. Puis ce que je disais tout à l'heure, là, puis là, j'espère que ça ne semblera pas trop compliqué, là. Mais il y avait Integration Services puis Analysis Services. On fait un cube, puis après ça, on peut harmoniser les données. Hein? Fait que quand vous êtes directement dans un ERP, là, quand vous prenez vos données puis vous les mettez vous les sortez de là, il faut les harmoniser, il faut les arranger un peu, les agréger peut-être, etc. Puis en faire un cube, après ça, pouvoir publier les données. Bon. Quand il n'y a pas beaucoup de volume, puis tout ça, Power BI peut se connecter directement sur la source de données, ERP. On peut connecter ça direct, puis on peut faire le cube dans Power BI, puis on peut faire aussi l'harmonisation de données dans Power BI. C'est comme, par exemple, on prend Excel, puis on arrange les données, on les harmonise un peu, on les met à notre goût, puis après ça, on les trie, par exemple, comme je disais, avec des dimensions comme la géographie, etc. Puis après ça, on va publier les rapports. On peut tout faire ça avec Power BI. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Ça dépend du volume que vous avez et tout ça. Mais généralement, nous, on va préférer mettre, par exemple, la vraie couche. On va prendre le SQL Server, je reviens là-dessus. On va harmoniser les données, mais on va les sécuriser, puis on va les automatiser, puis on va faire un cube aussi avec Analysis Services. C'est un petit peu plus puissant, puis c'est plus robuste, en fait. Fait qu'on va préférer ça. Mais la réponse, c'est oui. En fait, c'est souhaitable dans l'une et l'autre des solutions. Que vous preniez, par exemple, la solution SQL Server, là, ou que vous preniez juste Power BI, c'est tout le temps souhaitable d'aller chercher la donnée directement de la source. Parfait. J'ai une autre question ici. Est-ce qu'on peut faire de la consolidation avec Power BI? Bon, la réponse c'est non, on ne peut pas faire de consolidation avec Power BI. Par contre, si on prend les premières étapes, je reviens encore si on harmonise les données, puis après ça, on fait un cube, bien là, nous, on va faire un entrepôt de données. Puis généralement, ce qui est intéressant, parce que là, on veut, par exemple, éventuellement pouvoir forer à la donnée la plus petite, bien, on va, avec l'entrepôt de données, ça va nous permettre de faire ça. Puis en même temps, l'entrepôt de données va servir à faire de la consolidation. Là, on peut utiliser un outil de consolidation. Bon, un très connu, Hyperion, c'en est un, mais il y en a d'autres. Fait que Hyperion va venir chercher des données dans l'entrepôt de données, il va faire la consolidation financière, puis après ça, il va avancer là-dessus. Fait que ça, c'est une méthode plus ordonnée, disons, de faire les choses. Mais Power BI, on ne peut pas faire de la consolidation d'état financier avec ça. C'est pas un bon outil pour ça, malheureusement.
OK, j'ai une autre question qui arrive directement de l'auditoire. Savez-vous si Power BI est compatible avec des bases de données sur AS400? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, les bases de données AS400 peuvent être mises dans une base de données SQL Server. En fait, ce que je disais tantôt, Analysis Services ou Integration Services. Fait qu'on va harmoniser les données à partir de AS400. Oui, ça se fait, mais il y a une petite étape entre les deux, quand même. À moins que, ouais, non, c'est ça, non, absolument, il y a une petite étape entre les deux. Mais on pourrait sourcer directement aussi du AS400, ça aussi c'est possible. Mais généralement, là, on va dans l'harmonisation des données, ça veut dire on va faire un entrepôt de données, bien ça c'est possible de le faire, absolument. Absolument. AS400, il n'y a pas de problème avec ça. Bon. Puis il y a une dernière question, je pense qu'on l'avait déjà adressée, mais juste pour être certain, quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'on peut se brancher directement sur des chiffriers Excel si on en a déjà de créés? Ben oui, ben oui, ben oui, absolument. Puis ça, c'est facile, hein, c'est le début. On fait ça, on prend Power BI, puis on va directement se connecter sur les chiffriers Excel. Puis là, ben ça, tous les chiffriers Excel, on assume que déjà les gens ont classé leur truc, c'est tout bien calculé, les mesures, tout ça, ça fonctionne absolument. Ça, le seul défaut que ça a, par exemple, d'un chiffrier Excel, hein, c'est sensible, ça peut bouger, c'est pas robuste. Fait qu'éventuellement, on va vouloir mettre un peu de robustesse là-dedans. Ben là, c'est là qu'on va utiliser, je reviens encore avec ça, la SQL Server, tout ça. Mais sinon, ben oui, absolument. En fait, c'est la première étape. On fait ça souvent. On commence par se brancher sur les chiffriers Excel. Bon. Ben là, on arrive en fait à la toute fin. Alors, je veux juste m'assurer, attendez-moi 2 secondes, que j'ai le contrôle. C'est toujours un peu la même chose. Juste m'assurer là, que j'ai encore le contrôle de la présentation. Oui. Alors, bon. Donc, on arrive à la toute fin. Juste peut-être m'assurer qu'on a toutes les informations. Alors bon, c'est ça, on arrive à la toute fin. Donc, première chose, je voudrais remercier tout le monde d'avoir passé tout ce temps-là avec nous. On espère qu'on a été capable de partager une partie de nos connaissances avec Power BI dans un contexte spécifique au domaine des finances. Je voudrais rappeler à tout le monde que vous allez recevoir un courriel qui va vous donner accès à l'enregistrement du webinaire, ainsi qu'une copie de la présentation. Si vous avez des questions supplémentaires, on continue là, de les enregistrer. Alors, vous pouvez nous en envoyer encore pendant quelques minutes. Et vous avez à l'écran les coordonnées de Régent et de Déric. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les contacter là, à votre convenance naturellement. Finalement, j'aimerais vous inviter à compléter notre court sondage express là, afin de nous indiquer votre niveau de satisfaction. Votre opinion est extrêmement importante pour nous et ça compte pour beaucoup là, dans nos efforts d'amélioration continue. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et merci encore de votre temps aujourd'hui. C'est très apprécié.